La conversation des idées. De Platon au post-humanisme, le guide pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Introduction. Pourquoi les idées mortes dirigent toujours nos vies? Avez-vous déjà eu l'impression, au milieu d'une discussion animée entre amis, d'un débat politique à la radio, ou même en choisissant une série sur Netflix, que quelque chose vous échappait? Pas un détail, pas un nom, mais le cadre général, la règle du jeu invisible que tout le monde semble connaître, mais dont personne ne parle jamais vraiment. Si c'est le cas, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Nous vivons tous dans une maison immense, construite il y a des siècles, sans jamais nous interroger sur ses fondations. Les fondations de notre monde, ce sont les idées. Et la plupart de ces idées ont été formulées par des gens qui sont morts depuis bien longtemps. Prenez une idée simple comme la justice. Quand vous dites « c'est injuste », que voulez-vous dire? Réclamez-vous que tout le monde ait la même chose, ou que chacun reçoive ce qu'il mérite en fonction de ses efforts? Sans le savoir, vous venez de rejouer en quelques secondes un débat philosophique vieux de 2400 ans entre des penseurs au nom de Karl Marx et d'Aristote. Prenez une décision plus personnelle. Vous décidez de quitter un travail stable mais ennuyeux pour lancer un projet qui vous passionne, même s'il est risqué. Vos amis vous traitent de fou, mais vous sentez au fond de vous que c'est la seule façon d'être authentique, de donner un sens à votre existence. Félicitations! Vous êtes en pleine conversation avec Jean-Paul Sartre et les existentialistes du Paris des années 50, pour qui la liberté et la création de sa propre essence étaient les plus hauts buts de la vie humaine. C'est là le postulat de ce livre. L'histoire de la pensée n'est pas un cimetière d'abstractions poussiéreuses réservé à une élite. C'est une conversation vivante, passionnante et parfois houleuse, qui se poursuit aujourd'hui, en nous et à travers nous. Platon, Nietzsche, Simone de Beauvoir ne sont pas des statues de marbre. Ce sont des participants actifs à nos discussions sur l'amour, le pouvoir, le travail, l'art et le sens de la vie. Leurs idées sont le système d'exploitation invisible qui fait tourner nos sociétés. Et comme pour tout système d'exploitation, le connaître permet de mieux naviguer, de déceler les bugs et peut-être même de le reprogrammer. Ce livre est donc une invitation. Une invitation à rejoindre cette grande conversation. Nous n'allons pas nous perdre dans des détails biographiques ou des querelles d'experts. Nous allons plutôt traiter chaque grande idée comme un personnage, un protagoniste avec sa propre histoire de naissance, ses triomphes et sa manière, souvent surprenante, de s'incruster dans notre quotidien. De l'allégorie de la caverne de Platon, qui peut éclairer notre rapport aux réseaux sociaux, à la main invisible d'Adam Smith, qui justifie encore le prix de votre café, en passant par la déconstruction des postmodernes, qui explique pourquoi un urinoir peut être considéré comme une œuvre d'art, nous allons tracer un chemin qui relie le passé au présent, l'abstrait au concret. L'objectif n'est pas de faire de vous un érudit capable de citer Kant à la moindre occasion, quoique si l'occasion se présente, pourquoi pas? L'objectif est de vous donner des clés de lecture, des outils pour décrypter le monde, pour comprendre les racines d'un conflit, pour identifier la philosophie cachée derrière un discours politique ou une campagne de pub, et, bien sûr, pour enrichir vos propres conversations. Car au fond, une personne intéressante n'est pas celle qui a réponse à tout, c'est celle qui pose les bonnes questions, qui sait relier les points entre eux, qui peut prendre de la hauteur et dire « c'est fascinant, parce que ce dont nous parlons là, c'est exactement le dilemme que… » Ce livre est conçu pour vous aider à remplir ce blanc. Alors, commençons par le commencement. Retournons aux sources, là où tout a débuté, sous le soleil d'Athènes, avec une question qui hante encore nos nuits. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Chapitre 1. Le monde des idées contre le monde réel, Platon et Aristote. Imaginez que vous discutez avec un ami du film que vous venez de voir. Vous l'avez trouvé bien, mais pas parfait. Votre ami vous demande alors « Mais qu'est-ce qu'un film parfait ?» Vous commencez à décrire quelque chose, un scénario sans faille, des acteurs au sommet de leur art, une musique inoubliable. Mais ce film que vous décrivez, existe-t-il vraiment? Ou n'est-ce qu'une idée? Un modèle idéal auquel vous comparez tous les films que vous voyez? Félicitations, vous venez de mettre le doigt sur la première et peut-être la plus fondamentale des conversations de la philosophie occidentale. Un débat ouvert il y a près de 2400 ans par un maître et son élève, Platon et Aristote. L'histoire, sortir de la caverne. Pour nous faire comprendre sa vision du monde, Platon n'a pas écrit un traité austère. Il a raconté une histoire, une allégorie devenue célèbre, l'allégorie de la caverne. Imaginez des hommes enchaînés depuis leur naissance au fond d'une grotte. Ils sont tournés vers la paroi, incapables de voir la sortie. Derrière eux, un feu brûle. Entre le feu et les prisonniers, des gens passent emportant des objets. Les flammes projettent sur le mur les ombres de ces objets. Pour les prisonniers qui n'ont jamais rien vu d'autre, ces ombres sont la réalité. C'est leur monde. Maintenant,
Imaginez qu'on libère un prisonnier. On le force à se retourner, la lumière du feu lui brûle les yeux. On le traîne hors de la caverne. Dehors, la lumière du soleil l'aveugle. C'est douloureux. Mais peu à peu, ses yeux s'habituent. Il voit les arbres, les animaux, le ciel. Il comprend alors que les ombres qu'il prenait pour la réalité n'étaient que des copies pâles et déformées du monde véritable. S'il retournait dans la caverne pour l'expliquer à ses camarades, ils le prendraient pour un fou et refuseraient de le croire. L'idée clé de Platon, le monde n'est qu'une ombre. Pour Platon, nous sommes tous ses prisonniers. Le monde que nous percevons avec nos 5 sens, ce que nous voyons, touchons, sentons, n'est que la caverne. Chaque chaise que vous voyez n'est qu'une ombre, une copie imparfaite de l'idée de la chaise, un concept parfait et éternel qui existe dans un autre monde, le monde des idées ou monde des formes. Cette idée de la chaise est plus réelle que n'importe quelle chaise physique, car elle est parfaite et immuable. C'est le plan originel. La vraie connaissance, selon Platon, ne consiste pas à observer les ombres sur le mur, mais à s'élever par la raison et l'intellect pour contempler ces idées pures. C'est le travail du philosophe. La réponse d'Aristote, gardons les pieds sur terre. Aristote fut le plus brillant élève de Platon. Il a passé 20 ans à son académie, mais il a fini par rompre avec la pensée de son maître. Pour Aristote, cette histoire de monde des idées est une complication inutile. Pourquoi chercher la réalité dans un autre monde alors qu'elle est juste là, sous nos yeux? Pour comprendre ce qu'est une chaise, disait-il en substance, pas besoin de s'évader dans un monde abstrait. Il suffit d'observer un grand nombre de chaises réelles. On observe cette chaise en bois, cette autre en plastique, ce tabouret, ce fauteuil. En les étudiant, notre intelligence est capable d'abstraire leurs caractéristiques communes. 4 pieds, un dossier, une assise, pour former le concept de chaise. L'essence de la chaise n'est pas dans un ciel lointain, elle est dans les chaises elles-mêmes. C'est l'approche empiriste. La connaissance vient de l'expérience, de l'observation du monde concret. Son écho aujourd'hui, idéaliste contre pragmatiste. Ce débat n'est pas qu'une querelle de Grecs anciens. Il structure encore aujourd'hui notre façon de penser. En politique, faut-il essayer d'appliquer une idéologie parfaite, le communisme, le libéralisme pur, en espérant que le monde réel s'y plie, vision platonicienne? Ou faut-il partir des réalités du terrain, des traditions et de ce qui fonctionne pour construire une société, quitte à ce qu'elle soit imparfaite, vision aristotélicienne? En art, un artiste doit-il chercher à représenter la beauté idéale, une forme parfaite qui transcende la réalité, Platon? Ou doit-il s'efforcer de capturer la vérité brute et parfois laide du monde qui l'entoure, Aristote? Dans votre vie, quand vous cherchez l'âme sœur ou le travail parfait, êtes-vous à la poursuite d'une idée platonicienne qui n'existe peut-être pas? Ou acceptez-vous, comme Aristote le suggérerait, de construire le meilleur possible avec les imperfections du monde réel? Cette tension entre l'idéal et le réel, entre la théorie et la pratique, est la première grande mélodie de la conversation des idées. Et nous la rejouons chaque jour. Pour la conversation, c'est le débat éternel, non? Est-ce qu'on doit viser un idéal parfait, un peu comme Platon, ou est-ce qu'il faut être plus pragmatique et accepter le monde tel qu'il est, comme le disait Aristote? Chapitre 2. Comment vivre? La quête du bonheur, stoïcisme et épicurisme. Une fois que l'on a débattu de la nature de la réalité, une question bien plus urgente se pose. Comment est-on censé vivre dans ce monde, qu'il soit une ombre ou non? Vous perdez votre emploi, vous tombez malade, la personne que vous aimez vous quitte. Que faire? Crier à l'injustice? Se laisser sombrer? Ou y a-t-il une recette, une méthode pour traverser les tempêtes de l'existence et atteindre une forme de bonheur, ou, du moins, de tranquillité? Cette question est au cœur de 2 philosophies qui, nées à la même époque à Athènes, connaissent aujourd'hui un retour en grâce spectaculaire, le stoïcisme et l'épicurisme. L'histoire, la philosophie comme médecine de l'âme. Après les grandes constructions de Platon et Aristote, le monde grec devient plus chaotique. Les conquêtes d'Alexandre le Grand ont brisé le cadre rassurant de la cité-État. L'individu se sent perdu, isolé dans un empire immense et instable. La philosophie devient alors moins théorique et plus pratique. Elle se veut une thérapie, une médecine pour l'âme en quête de sérénité. 2 écoles principales vont proposer leurs remèdes. La première, le stoïcisme, est fondée par Zénon de Kition, qui enseignait sous un portique, la stoa, d'où le nom. La seconde, l'épicurisme, est fondée par Épicure, qui discutait avec ses amis dans un jardin. Un portique ouvert sur la cité ou un jardin retiré du monde, tout un programme. L'idée clé du stoïcisme, distinguer ce qui dépend de nous. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage monstre. Vous allez être en retard à un rendez-vous important. Vous avez 2 options.
Klaxonneur, vous énerver contre les autres conducteurs, pester contre votre malchance, bref, vous remplir de stress et de colère. Acceptez la situation. Vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez en revanche utiliser ce temps pour écouter un podcast, appeler un ami ou simplement respirer. Le stoïcien choisit la deuxième option. Pour lui, le secret du bonheur est simple mais radical. Il faut faire une distinction claire entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, nos jugements, nos opinions, nos désirs, nos actions. Ce qui n'en dépend pas, le temps qu'il fait, l'opinion des autres, notre santé, la mort, les embouteillages. Le sage stoïcien, incarné par des figures comme l'esclave Épictète ou l'empereur Marc Aurèle, concentre toute son énergie sur ce qu'il peut contrôler, ses propres réactions, et accepte le reste comme faisant partie de l'ordre naturel des choses, du destin. Ce n'est pas de la résignation passive, mais une force intérieure immense. Peu importe ce que le monde vous envoie, personne ne peut vous enlever votre capacité à y réagir avec calme et vertu. L'idée clé de l'épicurisme. Le bonheur est absence de trouble, l'épicurisme a mauvaise réputation. On imagine souvent l'épicurien comme un jouisseur qui recherche tous les plaisirs. C'est tout le contraire. Pour Épicure, le bonheur souverain, ce n'est pas l'extase, mais l'ataraxie, l'absence de trouble dans l'âme. Pour y parvenir, il propose un calcul intelligent des plaisirs. Il faut rechercher les plaisirs naturels et nécessaires, boire quand on a soif, manger quand on a faim, avoir des amis, et se méfier des plaisirs non naturels et non nécessaires, la richesse, la gloire, le pouvoir. Pourquoi ? Parce que ces derniers créent plus de dépendance et de frustration qu'ils n'apportent de satisfaction réelle. Le vrai plaisir pour Épicure, c'est de savourer un morceau de pain et un verre d'eau en bonne compagnie, à l'abri des angoisses. Pour lui, la plus grande source d'angoisse est la peur des dieux et de la mort. Il balaye les deux, les dieux sont bien heureux et ne s'occupent pas de nous, et la mort n'est de rien, car quand nous sommes, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous ne sommes plus. Son écho aujourd'hui, mindfulness et minimalisme. Si ces idées vous semblent familières, c'est normal, elles sont partout. Le développement personnel et la mindfulness, pleine conscience, sont des formes modernes de stoïcisme. L'idée de se concentrer sur le moment présent, d'accepter ses émotions sans se laisser submerger, c'est du Marc Aurèle dans le texte. Le minimalisme et la décroissance sont des échos directs de l'épicurisme. L'idée que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de biens, mais dans la simplicité, l'amitié et le temps libre, est un principe fondamental du jardin d'Épicure. La thérapie cognitive et comportementale, TCC, une approche psychologique très répandue, est basée sur le principe stoïcien que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais les jugements que nous portons sur eux. Ces deux philosophies nous offrent des stratégies concrètes pour naviguer dans un monde incertain, en nous rappelant que notre bien-être dépend moins des circonstances extérieures que de notre état d'esprit. Pour la conversation, face à ce problème, on a le choix. L'approche stoïcienne, qui serait d'accepter ce qu'on ne peut pas changer et d'agir sur le reste, ou l'approche épicurienne, qui serait de se demander ce qui nous apportera le plus de tranquillité à long terme. Partie 2. L'ère des grandes structures, Dieu, l'homme et le contrat. Chapitre 3. Le contrat social. Sommes-nous libres parce que nous obéissons ? Hobbes, Locke, Rousseau. Pourquoi payez-vous vos impôts ? Pourquoi vous arrêtez-vous au feu rouge, même en pleine nuit quand il n'y a personne ? La réponse la plus simple est « parce que c'est la loi ». Mais une question plus profonde se cache derrière. Pourquoi acceptons-nous d'obéir à des lois qui, souvent, contraignent notre liberté ? D'où vient ce pouvoir que l'État exerce sur nous ? Pendant des siècles, la réponse était simple, le pouvoir vient de Dieu. Le roi était le représentant de Dieu sur terre. Mais à partir du XVIe siècle, les guerres de religion déchirent l'Europe. Cette justification divine ne suffit plus. Des penseurs vont alors proposer une idée radicale, une des plus puissantes de l'histoire politique. Le pouvoir ne vient pas d'en haut, de Dieu, mais d'en bas, du peuple. Et ce pouvoir est encadré par un pacte, un contrat social. L'histoire, échapper à la guerre de tous contre tous. Imaginez un monde sans État, sans loi, sans police. C'est ce que les philosophes appellent l'état de nature. Comment serait la vie ? Pour l'anglais Thomas Hobbes, qui écrit pendant la terrible guerre civile anglaise, ce serait un cauchemar. Un état de guerre de tous contre tous, où la vie de l'homme est solitaire, besogneuse, pénible, quasi animale et brève. Par peur de la mort violente, les hommes décident de passer un contrat. Ils renoncent tous à leur liberté absolue et la confient à une autorité souveraine, un monstre tout-puissant qu'ils nomment le Léviathan, l'État. En échange, le Léviathan assure la sécurité. Pour Hobbes, mieux vaut la tyrannie que l'anarchie. Un autre Anglais, John Locke, a une vision plus optimiste. Pour lui, même dans l'état de nature, les hommes possèdent des droits naturels, donnés par Dieu ou la raison,
le droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Le but du contrat social n'est pas de fuir un cauchemar, mais de mieux protéger ses droits. On crée un État pour avoir des juges impartiaux et des lois claires. Mais si cet État viole nos droits naturels, alors le peuple a le droit de se révolter. C'est la naissance du libéralisme politique. Enfin, le genevois Jean-Jacques Rousseau vient tout bouleverser. Pour lui, l'homme est né bon. C'est la société, et surtout la propriété privée, qui l'a corrompu. Le but du contrat social n'est pas seulement la sécurité ou la protection des biens, mais de retrouver une forme de liberté. Comment ? En obéissant à la volonté générale. C'est l'idée que lorsque les citoyens se rassemblent et décident des lois pour le bien commun, ils n'obéissent en fait qu'à eux-mêmes. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. L'idée clé, le pouvoir légitime vient du consentement. Malgré leurs différences, ces trois penseurs partagent une idée révolutionnaire. Un gouvernement n'est légitime que s'il repose sur le consentement, même théorique, de ceux sur qui il exerce son pouvoir. Nous ne sommes plus des sujets, mais des citoyens. C'est le fondement de toutes nos démocraties modernes. Son écho aujourd'hui, sécurité contre liberté. Cette conversation entre Hobbes, Locke et Rousseau est toujours d'une actualité brûlante. Chaque débat de société rejoue leurs arguments. Quand un gouvernement installe des caméras de surveillance pour lutter contre le terrorisme, il fait un pari hobbesien. Un peu moins de liberté pour beaucoup plus de sécurité. Quand des citoyens manifestent pour la liberté d'expression ou le droit à la vie privée, ils invoquent les droits naturels de Locke. Quand on débat de la fiscalité, on se demande si l'impôt est le prix à payer pour la protection de nos biens. Locke, ou la contribution de chacun à la volonté générale et au bien commun, Rousseau. L'idée même de référendum ou de démocratie participative est une tentative de mettre en pratique la volonté générale de Rousseau. Le simple fait de voter, de payer ses impôts ou de respecter la loi est un acte qui nous place au cœur de ce contrat, que nous l'ayons lu ou non. Pour la conversation, c'est le dilemme classique du contrat social. Est-ce qu'on privilégie la sécurité totale à la Hobbes, les libertés individuelles à la Locke, ou l'idéal de la volonté générale à la Rousseau ? Chapitre 4. La main invisible. Comment l'égoïsme peut profiter à tous ? Adam Smith. Vous entrez dans une boulangerie. Pourquoi le boulanger est-il là, à 6 heures du matin, en train de pétrir la pâte ? Est-ce par pure bonté d'âme, par amour désintéressé pour ses concitoyens qui ont envie de croissants chauds ? Ou est-ce pour une toute autre raison ? Cette question, en apparence simple, est la porte d'entrée vers l'une des idées les plus influentes et les plus controversées des 300 dernières années. La main invisible du marché, théorisée par le philosophe et économiste écossais Adam Smith. L'histoire, la naissance d'un monde nouveau. Nous sommes en 1776. Pendant que les colonies américaines déclarent leur indépendance, Adam Smith publie un livre au titre long et austère, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Ce livre va devenir la Bible du capitalisme. Smith observe le monde qui change autour de lui. La révolution industrielle démarre. Les anciennes corporations de métiers, très réglementées, laissent place à des manufactures où la production s'accélère. Il cherche à comprendre le moteur de cette nouvelle richesse. Il prend un exemple célèbre, une manufacture d'épingles. Un seul homme, travaillant seul, pourrait à grand-peine fabriquer une seule épingle par jour. Mais dans une manufacture, 10 ouvriers se partagent les tâches. L'un tire le fil, l'autre le coupe, un troisième aiguise la pointe, un quatrième fabrique la tête, etc. Grâce à cette division du travail, ces 10 ouvriers peuvent produire des milliers d'épingles par jour. Smith comprend que la spécialisation est la clé de la productivité. Mais qui orchestre tout cela ? Qui décide du nombre d'épingles à produire, du nombre de boulangers nécessaires dans une ville ou du prix d'une paire de chaussures ? Personne, répond Smith. Et c'est là que sa théorie devient fascinante. L'idée clé, la magie de l'intérêt personnel. Revenons à notre boulanger. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, écrit Smith, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Le boulanger ne se lève pas à l'aube par altruisme, mais pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille. Le brasseur et le boucher font de même. Chacun, en poursuivant son intérêt personnel égoïste, est amené à produire ce dont les autres ont besoin. Et ce, à la meilleure qualité et au meilleur prix possible pour rester compétitif. C'est comme si une main invisible guidait tous ces intérêts particuliers pour les faire concourir à l'intérêt général, à la prospérité de la société tout entière. Le marché, par le jeu de l'offre et de la demande, s'autorégule. Si trop de gens se lancent dans la boulangerie, la concurrence fera baisser les prix, certains feront faillite et iront faire autre chose. S'il n'y en a pas assez, les prix monteront, attirant de nouveaux entrepreneurs. Nul besoin d'un planificateur central, d'un roi ou d'un ministre pour décider de tout. Le marché s'en charge. Pour que cette magie opère, Smith pose une condition essentielle.
l'État doit intervenir le moins possible dans l'économie. C'est le fameux laisser-faire. Son rôle doit se limiter à ses fonctions régaliennes, protéger le pays, armée, faire respecter la justice, police, tribunaux, et construire les infrastructures que le privé ne prendrait pas en charge, routes, ponts. Son écho aujourd'hui, le capitalisme globalisé et ses critiques. L'idée d'Adam Smith est, littéralement, partout. Elle est le fondement de notre économie mondiale. La mondialisation est l'application de la division du travail à l'échelle planétaire. On fabrique les puces électroniques à Taïwan, on assemble les téléphones en Chine, on crée les logiciels en Californie. Parce que chaque pays se spécialise là où il est le plus efficace. Chaque fois que vous entendez un politicien prôner la déréglementation, la baisse des impôts sur les entreprises ou le libre-échange, il parle le langage d'Adam Smith. L'idée est de libérer les forces du marché pour que la main invisible puisse opérer. Votre simple acte de comparer les prix au supermarché ou de choisir un restaurant en fonction des avis en ligne est une participation active à ce grand mécanisme d'autorégulation. Mais cette idée est aussi au cœur de nombreuses critiques. La main invisible a-t-elle un angle mort ? Que fait-elle des inégalités de richesse qu'elle peut engendrer ? Et qu'en est-il des problèmes que le marché ne sait pas gérer, comme la pollution ? Le boulanger, en cherchant son profit, ne se soucie pas de la fumée de son four. C'est ce qu'on appelle une externalité négative. Le débat qui fait rage aujourd'hui entre les partisans d'un marché plus libre et ceux qui réclament plus d'intervention de l'État pour corriger ces failles écologiques, sociales, est la continuation directe de la conversation initiée par ce philosophe écossais il y a près de 250 ans. Pour la conversation, c'est la fameuse théorie de la main invisible d'Adam Smith. On parie sur le fait que les intérêts égoïstes de chacun vont magiquement servir le bien commun. Mais la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si cette main invisible est capable de gérer des problèmes comme le changement climatique ou les inégalités croissantes. Partie 3. Les grandes ruptures dynamitèrent les certitudes. Chapitre 5. La lutte des classes. L'histoire a-t-elle un moteur caché ? Karl Marx. La main invisible d'Adam Smith a promis la prospérité, et pour beaucoup, elle a tenu sa promesse. Mais au XIXe siècle, alors que les usines crachent leur fumée noire sur les villes d'Europe, une autre réalité apparaît, bien moins reluisante, celle des ouvriers qui s'entassent dans des taudis, travaillent 14 heures par jour dans des conditions effroyables, y compris les enfants, pour des salaires de misère. Face à ce spectacle, un penseur allemand exilé à Londres, Karl Marx, va poser un diagnostic radicalement différent. Pour lui, le système capitaliste n'est pas une mécanique harmonieuse guidée par une main invisible. C'est un champ de bataille, une arène où s'affrontent violemment deux camps. Et cette guerre, c'est le véritable moteur de l'histoire. L'histoire, le spectre qui hante l'Europe. En 1848, une vague de révolution secoue l'Europe. C'est dans ce climat fiévreux que Karl Marx et son ami Friedrich Engels publient un court pamphlet destiné à devenir l'un des textes les plus influents et les plus incendiaires de tous les temps, le manifeste du Parti communiste. Il commence par une phrase devenue légendaire. « Un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme ». Marx n'est pas un doux rêveur, c'est un analyste acharné du système économique de son temps. Il passe des années à la bibliothèque du British Museum à décortiquer les rapports d'usine, les statistiques et les traités d'économie. Il veut comprendre les lois internes du capitalisme, non pas pour le réformer, mais pour prédire scientifiquement sa chute inévitable. L'idée clé, l'histoire est l'histoire de la lutte des classes. Pour comprendre Marx, il faut oublier un instant la politique et se concentrer sur l'économie. Selon lui, pour comprendre une société, il faut d'abord regarder comment elle produit les choses dont elle a besoin pour vivre, sa nourriture, ses vêtements, ses logements. C'est ce qu'il appelle l'infrastructure économique. Tout le reste, la politique, la religion, l'art, la philosophie, n'est qu'une superstructure, un ensemble d'idées et d'institutions dont le but est de justifier et de maintenir en place l'infrastructure économique. Or, dans toute l'histoire, cette infrastructure a toujours été basée sur un conflit fondamental entre deux groupes, deux classes sociales. Ceux qui possèdent les moyens de production, les terres, les outils, les usines, ceux qui ne possèdent que leur force de travail et sont obligés de la vendre aux premiers pour survivre. Dans l'Antiquité, c'étaient les maîtres et les esclaves. Au Moyen Âge, les seigneurs et les serfs. Et à l'époque capitaliste, c'est la bourgeoisie, les propriétaires d'usines, de banques, de capital, et le prolétariat, les ouvriers. Selon Marx, le capitaliste achète la force de travail de l'ouvrier pour une journée. Disons qu'il le paie l'équivalent de 4 heures de travail, mais il le fait travailler 10 heures. Les 6 heures de travail non payées, c'est la plus-value. C'est de là que vient le profit du capitaliste. C'est une exploitation.
Non pas parce que le patron est méchant, mais parce que c'est la logique même du système pour accumuler du capital. Cette tension est insoluble. Les intérêts des deux classes sont diamétralement opposés. Le capitaliste veut maximiser la plus-value, en baissant les salaires ou en augmentant le temps de travail. L'ouvrier veut la réduire. Cette lutte des classes est le moteur qui fait avancer l'histoire. Pour Marx, cette lutte doit inévitablement conduire à une révolution. Le prolétariat, de plus en plus nombreux et misérable, finira par prendre conscience de sa force, renversera la bourgeoisie, s'emparera des moyens de production et établira une société sans classe, le communisme. Son écho aujourd'hui, des inégalités à la cancel culture. L'échec des régimes communistes au XXe siècle a discrédité une grande partie de la pensée politique de Marx. Pourtant, ses outils d'analyse sont plus vivants que jamais. Les débats sur les inégalités. Chaque fois que vous lisez un article sur l'écart qui se creuse entre les 1% les plus riches et le reste de la population, ou sur la stagnation des salaires face au profit des actionnaires, vous êtes en plein dans une analyse d'inspiration marxiste. Les mouvements sociaux, les syndicats, les grèves, les manifestations pour de meilleures conditions de travail ou des salaires plus élevés sont des incarnations directes de la lutte des classes. La critique de la consommation, l'idée que la publicité nous crée de faux besoins pour que nous achetions des produits dont nous n'avons pas besoin est une idée marxiste, c'est l'aliénation. Le système nous rend étrangers à nous-mêmes et à nos vrais désirs. Les cultural wars, certains analystes utilisent une grille de lecture marxiste pour comprendre les débats sociétaux actuels. Ils remplacent la bourgeoisie et le prolétariat par des groupes dominants et dominés, en fonction du genre, de l'origine, etc., et voit les conflits culturels comme une lutte pour le pouvoir symbolique. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ces conclusions, Marx a changé pour toujours notre façon de regarder la société. Il nous a appris à nous demander, derrière chaque loi, chaque idée, chaque œuvre d'art, à qui profite le crime. Pour la conversation, si on regarde ça avec une grille de lecture marxiste, on peut se demander si ce n'est pas simplement un conflit d'intérêts économiques entre deux groupes. L'un qui a intérêt à ce que les choses restent en l'état, et l'autre qui a intérêt à ce qu'elles changent. Chapitre 6. La mort de Dieu et le surhomme. Et si nous étions seuls créateurs de nos valeurs, Nietzsche. Après avoir exploré les structures économiques avec Marx, nous changeons radicalement de perspective. Nous passons de la société à l'individu, de l'usine à l'âme humaine. Car si Marx voyait le problème dans les chaînes bien réelles du prolétaire, un autre penseur allemand, solitaire et explosif, le voyait dans des chaînes bien plus profondes et invisibles, celles de nos valeurs morales. Ce penseur, c'est Friedrich Nietzsche, et il est venu philosopher à coups de marteau. L'histoire, le diagnostic d'un fou lucide. Imaginez un homme à la santé fragile, marchant sans cesse dans les montagnes suisses pour apaiser ses migraines. Un homme qui finira sa vie dans la folie. C'est de cet esprit tourmenté que va jaillir l'une des annonces les plus fracassantes de la philosophie moderne. Dans son livre Le Gai Savoir, Nietzsche met en scène un insensé qui court sur la place publique, une lanterne à la main en plein jour et qui crie « Je cherche Dieu ». Face au rire des badauds, il leur lance cette phrase terrible. « Où est allé Dieu ? Je vais vous le dire, nous l'avons tué. Vous et moi, nous tous, nous sommes ces assassins. » Cette proclamation, Dieu est mort, est sans doute la plus célèbre et la plus mal comprise de toute la philosophie. Ce n'est pas un cri de triomphe, pas un bon débarras d'athées militants. C'est un constat terrifiant. C'est le diagnostic d'un médecin qui annonce à son patient que la colonne vertébrale qui le tenait debout depuis 2000 ans vient de se briser. Pour Nietzsche, la civilisation occidentale reposait entièrement sur la foi en le Dieu chrétien. C'est cette foi qui donnait un sens au monde, qui fondait notre morale, le bien et le mal, qui donnait un but à notre existence, le salut de notre âme. Or, les Lumières, la science, l'esprit critique, tout cela a sapé les fondements de cette foi. Nous, les modernes, nous ne croyons plus vraiment. Mais, dit Nietzsche, nous n'avons pas encore compris les conséquences monstrueuses de cet événement. Nous continuons d'utiliser la morale chrétienne. La pitié, l'égalité, la compassion, comme si de rien n'était, sans réaliser que le socle sur lequel elle reposait a disparu. L'idée clé, dépasser l'homme pour ne pas sombrer. La mort de Dieu ouvre un abîme sous nos pieds. C'est le danger du nihilisme. Si rien n'a de valeur intrinsèque, si la vie n'a pas de bout donné d'en haut, alors tout est vain. C'est le grand « à quoi bon » qui menace de nous paralyser. Face à ce péril, l'humanité a deux choix, selon Nietzsche. Le premier, c'est de devenir le dernier homme. C'est l'homme du confort, de la sécurité, du petit bonheur fade. Il ne prend aucun risque, ne cherche plus à se dépasser. Il veut juste être comme tout le monde et méprise tout ce qui sort de la norme. Pour Nietzsche, c'est le stade ultime de la décadence. Le second choix, le plus difficile, est de devenir un Übermensch,
un surhomme. Attention, il ne s'agit pas d'un super-héros aux muscles saillants. Le surhomme est celui qui, prenant acte de la mort de Dieu, ne cherche pas un nouveau prophète ou une nouvelle idéologie pour le remplacer. Il comprend qu'il est désormais seul créateur de ses propres valeurs. Il ne demande plus quelle est la morale, Zrenia. Il crée la sienne. Pour ce faire, il doit d'abord comprendre d'où vient la morale actuelle. Nietzsche se fait généalogiste et découvre qu'il existe deux types de morale. La morale des maîtres, celle des nobles, des guerriers de l'Antiquité. Est bon ce qui est fort, fier, puissant, ce qui affirme la vie. Est mauvais ce qui est faible, pleutre, commun. La morale des esclaves, celle des faibles, des opprimés. Par ressentiment contre les maîtres qu'ils ne peuvent vaincre, ils opèrent une transvaluation des valeurs. Ils décrètent que les maîtres sont méchants. Et par opposition, ils décrètent que ce qui est à eux, la faiblesse, l'humilité, la pitié, la souffrance, est bon. Pour Nietzsche, le christianisme et les idéologies qui en découlent, comme le socialisme ou la démocratie égalitariste, sont le triomphe planétaire de cette morale d'esclave, une morale qui affaiblit l'homme et le fait haïr la vie. Le surhomme est celui qui se libère de cette morale du troupeau. Il affirme sa volonté de puissance, non pas la volonté de dominer les autres, mais la volonté de se maîtriser soi-même, de grandir, de se dépasser, de créer. Il dit oui à la vie dans sa totalité, y compris à la souffrance et à la difficulté. C'est ce que Nietzsche appelle l'amor fati, l'amour du destin. Son écho aujourd'hui, de la quête de sens à l'anti-héros. Nietzsche, récupéré et déformé par les nazis, ceux qui l'auraient exécré, a longtemps eu mauvaise presse. Mais sa pensée est d'une pertinence incroyable pour comprendre notre époque. La quête de sens, l'anxiété de l'homme moderne, qui ne trouve plus de sens dans les grandes institutions, religion, patrie, et doit le construire lui-même, est une expérience profondément nietzschéenne. Le boom du développement personnel, du coaching, de la recherche d'authenticité, c'est la version grand public de la création de ses propres valeurs. L'individualisme radical, l'idée que tu es le seul maître de ta vie, que tu dois sortir de ta zone de confort et réaliser ton potentiel, est un écho direct, bien qu'assagi, de l'appel au dépassement de soi du surhomme, la figure de l'anti-héros. Nos fictions sont peuplées de personnages qui créent leurs propres règles, qui vivent selon un code moral personnel, souvent en opposition avec la société. Pensez à Tony Soprano ou à Walter White de Breaking Bad. Ce sont des figures nietzschéennes par excellence. La critique de la morale victimaire, certains discours contemporains qui critiquent ce qu'ils appellent la culture de la victime ou la tyrannie des faibles, s'inspirent, consciemment ou non, de la critique nietzschéenne de la morale des esclaves et du ressentiment. Nietzsche nous a laissé avec la question la plus vertigineuse qui soit. Maintenant que le ciel est vide, aurons-nous le courage de regarder en nous-mêmes pour trouver la force de créer, ou nous contenterons-nous du confort anesthésiant du dernier homme? Pour la conversation, c'est une situation très nietzschéenne, en fait. On a l'impression que les anciennes valeurs ne fonctionnent plus. La question c'est, est-ce qu'on se laisse aller au « à quoi bon » un swing, ou est-ce qu'on trouve en soi la force d'inventer une nouvelle façon de voir les choses? Chapitre 7. L'inconscient. Qui est le vrai pilote dans mon cerveau? Freud. Vous pensez être le maître chez vous, le capitaine de votre âme, le seul décideur de vos pensées et de vos actions? Depuis des siècles, la philosophie occidentale a célébré cette idée de l'homme comme être de raison, conscient et maître de lui-même. Et puis, à la fin du XIXe siècle, dans la Vienne impériale, un homme va commettre ce qu'il appellera lui-même la troisième blessure narcissique de l'humanité. La première fut Copernic, qui nous a appris que notre Terre n'était pas le centre de l'univers. La deuxième fut Darwin, qui nous a appris que nous n'étions pas une création divine à part, mais le fruit de l'évolution, un animal parmi les autres. La troisième, c'est lui, Sigmund Freud, qui vient nous annoncer que le moi n'est même pas maître dans sa propre maison. Il y a un étranger en nous, une force cachée, primitive et puissante qui tire les ficelles, l'inconscient. L'histoire, le divan et la talking cure. Sigmund Freud est un neurologue. Il reçoit dans son cabinet des patientes, principalement des femmes de la bonne société viennoise, qui souffrent de maux étranges que la médecine de l'époque ne sait pas expliquer. Des paralysies sans cause physique, des angoisses subites, des obsessions. C'est ce qu'on appelle alors l'hystérie. En utilisant l'hypnose, puis en laissant simplement ces patientes parler librement de tout ce qui leur passait par la tête, la fameuse association libre, Freud fait une découverte capitale. Il se rend compte que lorsque ses patientes parviennent à verbaliser des souvenirs oubliés, souvent traumatisants et liés à l'enfance ou à la sexualité, leurs symptômes s'améliorent. C'est la naissance de la talking cure,
la cure par la parole, le fondement de la psychanalyse, Freud en tire une conclusion audacieuse. Ses souvenirs n'avaient pas disparu. Ils avaient été refoulés, c'est-à-dire chassés de la conscience, car jugés trop choquants, trop honteux pour être acceptés. Mais ils continuaient d'agir depuis une cave de notre esprit, une région cachée qu'il nomme l'inconscient, et se manifestaient sous la forme déguisée de symptômes. L'idée clé, nous sommes gouvernés par des forces invisibles. Freud va alors cartographier cette nouvelle géographie de l'esprit. Pour lui, notre psychisme est comme un iceberg. La petite partie émergée est le conscient, nos pensées actuelles, et l'immense masse immergée est l'inconscient. Cet inconscient est le siège de nos pulsions les plus primitives, principalement la pulsion de vie, sexuelle, la libido, et la pulsion de mort, agressive. Notre personnalité est le résultat d'un conflit permanent entre trois instances, le ça, id. C'est le réservoir des pulsions, la partie la plus primitive de nous. Il ne connaît pas la logique ni la morale et ne cherche qu'une seule chose, la satisfaction immédiate de ses désirs. Je le veux tout de suite. C'est le principe de plaisir. Le surmoi, super-ego, c'est le gendarme intérieur. Il se forme pendant l'enfance par l'intériorisation des interdits parentaux et sociaux. C'est notre conscience morale qui nous dit ce qui est bien et mal et qui nous punit par la culpabilité. Le moi, ego. C'est la partie de nous qui est en contact avec la réalité. Son rôle est de jouer l'arbitre entre les exigences pulsionnelles du ça, les interdits rigides du surmoi et les contraintes du monde extérieur. Il cherche constamment des compromis. Pour Freud, une grande partie de notre vie est déterminée par des conflits qui ont eu lieu dans notre petite enfance, notamment le fameux complexe d'Œdipe, le désir inconscient de l'enfant pour son parent du sexe opposé et la rivalité avec le parent du même sexe. Mais comment accéder à cet inconscient puisqu'il est par définition caché? Freud propose plusieurs voies royales. Les rêves, pour lui, le rêve est l'accomplissement déguisé d'un désir refoulé. C'est un rébus qu'il faut déchiffrer. Les lapsus. Quand vous appelez votre partenaire par le nom de votre ex, ce n'est pas une simple erreur. C'est votre inconscient qui fait irruption. Les actes manqués, oublier un rendez-vous important, perdre ses clés. Pour Freud, ces hasards sont souvent des actes inconsciemment intentionnels. Son écho aujourd'hui, nous sommes tous un peu freudiens. La psychanalyse est aujourd'hui très critiquée sur son manque de scientificité. Mais peu importe, les idées de Freud ont tellement infusé notre culture que nous les utilisons tous les jours sans même nous en rendre compte. Le langage courant, des mots comme ego, libido, refoulement, acte manqué, lapsus freudien, complexe d'Œdipe, font partie de notre vocabulaire quotidien. L'art et le cinéma, le mouvement surréaliste, comme les tableaux de Dali, est une tentative de peindre directement l'inconscient. Au cinéma, des réalisateurs comme Alfred Hitchcock ou David Lynch sont des maîtres dans l'art de mettre en scène les angoisses et les désirs cachés de leurs personnages. L'idée qu'un personnage est tourmenté par ses démons intérieurs est une idée purement freudienne. La publicité et le marketing, les publicitaires ont très bien compris qu'il fallait s'adresser à notre ça. Ils ne vendent pas une voiture, ils vendent la puissance, la liberté, le statut social, des désirs inconscients, notre rapport à nous-mêmes, l'idée que notre enfance a une influence déterminante sur notre vie d'adulte, que nous avons des blocages ou que nous devons faire un travail sur nous-mêmes pour comprendre nos comportements est un héritage direct de la révolution freudienne. Freud nous a peut-être enlevé l'illusion d'être des êtres purement rationnels, mais il nous a donné en échange une profondeur nouvelle. Il nous a appris à écouter les murmures étranges qui montent de nos propres profondeurs et à comprendre que l'histoire la plus fascinante et la plus complexe est peut-être celle qui se joue à l'intérieur de nous. Pour la conversation, c'est un lapsus freudien classique ça. Ça en dit probablement plus long sur ce qu'il pense vraiment que tout ce qu'il a pu dire consciemment. C'est fou comme on est gouverné par des choses qui nous échappent. Partie 4. Le vertige du XXe siècle, vivre dans un monde éclaté. Chapitre 8, la psychologie humaniste. À la recherche du plein potentiel, Maslow et Rogers. Après les horreurs des guerres mondiales et les diagnostics parfois sombres de la psychanalyse freudienne, une question se pose, la psychologie doit-elle uniquement s'intéresser à ce qui est malade, brisé ou névrosé chez l'être humain? Ne pourrait-on pas, au contraire, étudier ce qui fait que les gens sont heureux, créatifs et épanouis? Au milieu du XXe siècle, un groupe de psychologues américains, mené par des figures comme Abraham Maslow et Carl Rogers, va proposer une nouvelle voie, une troisième force pour la psychologie. Il rejette à la fois le pessimisme de la psychanalyse, qui voit l'homme comme un jouet de ses pulsions inconscientes, et la vision réductrice du behaviorisme, qui voit l'homme comme une simple machine répondant à des stimuli. Leur projet est radicalement optimiste.
étudier l'être humain dans ce qu'il a de meilleur et l'aider à atteindre son plein potentiel. C'est la naissance de la psychologie humaniste, l'histoire de la pyramide au sommet de soi-même. Abraham Maslow, le père fondateur de ce mouvement, commence sa carrière en étudiant des singes. Mais il se lasse vite et se tourne vers les humains en posant une question simple. Au lieu d'étudier des patients en souffrance, pourquoi ne pas étudier des gens exceptionnellement sains d'esprit, créatifs et accomplis, comme Albert Einstein ou Eleanor Roosevelt? En étudiant ces modèles d'humanité, Maslow va développer sa théorie la plus célèbre, la pyramide des besoins. C'est une idée simple et puissante qui suggère que nos motivations s'organisent selon une hiérarchie. Pour pouvoir s'épanouir, un être humain doit d'abord satisfaire ses besoins les plus fondamentaux. L'idée clé, l'accomplissement de soi comme but ultime. Imaginez une pyramide à 5 niveaux. Pour atteindre le sommet, il faut d'abord construire la base. À la base, les besoins physiologiques. Respirer, manger, boire, dormir. La survie pure et simple. Juste au-dessus, les besoins de sécurité, avoir un toit, un emploi stable, une bonne santé, être à l'abri de la violence. Ensuite, les besoins d'appartenance et d'amour, être aimé, faire partie d'une famille, d'un groupe d'amis, d'une communauté. Puis, les besoins d'estime, avoir confiance en soi, se sentir compétent, être respecté par les autres, avoir un statut social. Pour beaucoup de gens, la quête s'arrête là. Mais pour Maslow, le véritable but de l'existence humaine se trouve au sommet de la pyramide, le besoin d'accomplissement de soi ou d'auto-actualisation. C'est le désir de devenir tout ce que l'on est capable de devenir. C'est l'artiste qui doit peindre, le musicien qui doit faire de la musique, le poète qui doit écrire. C'est réaliser son potentiel unique, non pas pour impressionner les autres, mais pour être en paix avec soi-même. Un autre pilier du mouvement, Carl Rogers, a développé une approche thérapeutique révolutionnaire, l'approche centrée sur la personne. Il partait du principe que chaque individu possède en lui une tendance innée à la croissance et à l'épanouissement. Le rôle du thérapeute ou de l'éducateur, du parent, de l'ami, n'est pas de réparer la personne, mais de créer un climat de confiance et de sécurité pour que cette tendance naturelle puisse s'exprimer. Pour cela, 3 conditions sont essentielles. L'empathie, comprendre l'autre de l'intérieur, l'authenticité, être soi-même dans la relation, et surtout, le regard positif inconditionnel, accepter l'autre tel qu'il est, sans jugement. Son écho aujourd'hui, l'ère du développement personnel. Si la psychanalyse a infusé notre culture de la profondeur et du conflit, la psychologie humaniste l'a infusée d'optimisme et de croissance. Son influence est immense et souvent invisible. Le développement personnel et le coaching, tout ce champ qui pèse aujourd'hui des milliards, est l'héritier direct de la psychologie humaniste. L'idée de libérer son potentiel, de devenir la meilleure version de soi-même ou de trouver sa mission de vie vient en droite ligne de Maslow. Le management moderne finit le temps du chef autoritaire. Les entreprises les plus innovantes s'inspirent des idées de Rogers pour créer un environnement de travail basé sur la confiance, l'autonomie et le bien-être des employés, partant du principe qu'un salarié épanoui est un salarié plus créatif et productif. L'éducation bienveillante, les approches pédagogiques qui mettent l'accent sur l'estime de soi de l'enfant, l'écoute de ses émotions et le développement de sa créativité sont des applications directes de la pensée humaniste. Notre quête d'authenticité, la recherche d'un travail qui a du sens, d'une vie alignée avec ses valeurs, le rejet des conventions pour être soi-même, tout ce vocabulaire de l'épanouissement personnel est un écho de cette révolution optimiste. La psychologie humaniste nous a offert un contrepoint essentiel aux visions plus sombres de l'humanité. Elle nous a rappelé que, même dans un monde complexe et parfois difficile, l'être humain possède une capacité innée à grandir, à créer et à chercher la lumière. Pour la conversation, c'est une approche très Maslow, ça. Avant de pouvoir penser à s'accomplir et à être créatif, il faut s'assurer que nos besoins de base, comme la sécurité ou le sentiment d'appartenance, sont comblés. Chapitre 9, le postmodernisme, la fin des grandes histoires, Foucault, Lyotard. Pendant des siècles, la conversation des idées a été dominée par de grands systèmes de pensée qui prétendaient tout expliquer. Platon nous offrait le monde des idées, le christianisme nous offrait Dieu et le salut, les Lumières nous offraient la raison et le progrès, et Marx nous offrait l'histoire et la révolution. Chacun de ces grands récits, ou méta-récits, donnait un sens et une direction au monde. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si ces grandes histoires n'étaient que des fictions, des constructions de pouvoir destinées à imposer une certaine vision du monde? C'est la question radicale que vont poser les penseurs de la fin du XXe siècle, regroupés sous l'étiquette un peu floue de postmoderne. L'histoire, la méfiance après l'utopie.
Les années 60 et 70 sont une période de bouillonnement et de désillusion. Les grands espoirs de révolution, comme mai 68 en France, n'ont pas abouti. On découvre l'horreur du goulag en URSS, ce qui discrédite durablement le grand récit marxiste. La foi dans le progrès scientifique et technique est ébranlée par la menace nucléaire et les débuts de la crise écologique. Dans ce contexte, des philosophes comme Jean-François Lyotard, Michel Foucault ou Jacques Derrida développent une incrédulité à l'égard des méta-récits. Ils ne croient plus aux grandes explications totalisantes. Pour eux, l'époque des certitudes est terminée. Nous sommes entrés dans l'ère du soupçon, du fragment, de l'incertitude. L'idée clé, le langage construit la réalité et le pouvoir. Si les postmodernes partagent une idée commune, c'est celle de l'importance cruciale du langage. Pour eux, le langage n'est pas un outil neutre qui se contente de décrire la réalité. Le langage construit notre réalité. Les mots que nous utilisons, les catégories que nous employons, les histoires que nous racontons déterminent ce que nous pouvons penser et percevoir. Michel Foucault, par exemple, s'intéresse à la manière dont le pouvoir fonctionne dans la société. Pour lui, le pouvoir n'est pas seulement détenu par l'État, police, armée. Il est partout, diffus, et il passe par le savoir et le discours. En étudiant l'histoire de la folie, de la prison ou de la sexualité, Foucault y montre que ce que nous considérons comme des vérités scientifiques ou médicales, par exemple la définition de la folie ou de la délinquance, sont en fait des discours construits à une certaine époque pour contrôler les individus, pour séparer le normal de l'anormal. Le pouvoir ne dit pas seulement « obéis », zrenia, il dit « voici ce qui est vrai ». Jacques Derrida, lui, invente la déconstruction. C'est une méthode de lecture qui consiste à montrer que les textes, philosophiques, littéraires, ne sont pas aussi stables et cohérents qu'ils en ont l'air. En analysant les oppositions binaires sur lesquelles ils reposent, parole, écriture, homme, femme, nature, culture, Derrida montre que l'un des termes est toujours secrètement privilégié par rapport à l'autre. Déconstruire, c'est démonter cette hiérarchie pour révéler les contradictions et les angles morts du texte. Son écho aujourd'hui, fake news, ironie et culture du même. La pensée postmoderne peut sembler abstraite, mais elle est essentielle pour comprendre la culture et la mentalité de notre époque. Le relativisme et les fake news, l'idée postmoderne qu'il n'y a pas une seule grande vérité, mais une multitude de petits récits en compétition, a infusé toute la société. Dans sa version extrême, elle peut mener à l'idée que toutes les opinions se valent et qu'il n'y a plus de différence entre un fait vérifié et une vérité alternative. L'art contemporain, pourquoi un urinoir, l'œuvre Fontaine de Marcel Duchamp, ou une banane scotchée à un mur peuvent-ils être considérés comme de l'art? Parce que l'art postmoderne ne cherche plus à représenter le beau ou la réalité. Il interroge les codes de l'art lui-même, il joue avec les références, il pratique la citation et le pastiche. L'ironie omniprésente, la culture Internet, et notamment la culture du mème, est profondément postmoderne. Un mème est un fragment d'image ou de texte qui est constamment repris, détourné, réutilisé dans de nouveaux contextes. Il n'a pas de sens fixe. Son sens est toujours ironique et en décalage. C'est le jeu pur avec les signes, libéré de la prétention de dire une vérité sérieuse. Les études sur l'identité, Identity Politics, les mouvements qui s'intéressent aux identités de genre, culturelles ou post-coloniales, s'inspirent beaucoup de la pensée postmoderne. Ils cherchent à déconstruire le grand récit de l'homme blanc occidental pour faire entendre d'autres voix, d'autres récits qui ont été marginalisés par l'histoire. Le postmodernisme nous laisse dans un monde éclaté, sans centre et sans certitude. C'est un monde potentiellement plus libre et plus ludique, mais aussi plus anxiogène, où nous sommes constamment obligés de naviguer entre différents discours, sans jamais être sûrs de toucher un sol ferme. Pour la conversation, c'est une approche très postmoderne, ça. Au lieu de se demander quelle est la vérité, swing, on se demande qui parle et d'où. On analyse le discours lui-même pour voir quel jeu de pouvoir il cache. Chapitre 10, conclusion. Le post-humanisme, la conversation continue-t-elle sans nous? Nous voici au terme de notre voyage. Nous avons commencé dans la caverne de Platon, et nous avons traversé les siècles, écoutant une conversation ininterrompue sur la réalité, le bonheur, le pouvoir, la morale et le sens. Mais aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, une question radicalement nouvelle se pose, et si l'interlocuteur principal de cette conversation, l'homme, était sur le point de changer si profondément qu'il en deviendrait méconnaissable, c'est le territoire vertigineux exploré par un ensemble de courants, de pensées regroupés sous le nom de post-humanisme et de transhumanisme. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la prochaine étape de notre conversation. L'histoire, quand l'outil se retourne sur son créateur. Depuis toujours, l'être humain a utilisé la technique pour augmenter ses capacités,
Le silex pour couper, la roue pour se déplacer, l'écriture pour mémoriser. Mais jusqu'à présent, ces outils restaient extérieurs à nous. Aujourd'hui, pour la première fois, nous développons des technologies capables de modifier notre biologie et notre intelligence de l'intérieur. 3 révolutions sont en marche. La révolution génétique, CRISPR-Cas9. Nous avons désormais des ciseaux moléculaires capables de réécrire le code de la vie, l'ADN. Nous pouvons, ou pourrons bientôt, éliminer des maladies génétiques, mais aussi, potentiellement, améliorer nos capacités. Plus d'intelligence, plus de force, une plus grande longévité. La révolution numérique et l'intelligence artificielle, des IA comme celle avec qui vous interagissez en ce moment même, sont capables de converser, de créer de l'art, d'écrire du code. Que se passera-t-il le jour où une IA dépassera l'intelligence humaine dans tous les domaines ? La révolution bionique, les interfaces cerveau-machine, les prothèses intelligentes, les implants, la frontière entre le corps organique et la machine devient de plus en plus floue. Face à ces perspectives, 2 grandes attitudes se dessinent. Les transhumanistes y voient une promesse extraordinaire, celle de dépasser nos limitations biologiques, de vaincre la maladie, le vieillissement et même la mort. C'est l'étape suivante de l'évolution. Une évolution que nous maîtriserions nous-mêmes. Les post-humanistes sont plus prudents, voire critiques. Ils se demandent si, en cherchant à améliorer l'humain, nous n'allons pas le détruire. Que restera-t-il d'humain chez un être dont l'intelligence est augmentée par une puce, dont les gènes ont été optimisés et dont l'espérance de vie est de 500 ans? L'idée clé, la fin de l'humain comme évidence. Toutes les philosophies que nous avons vues jusqu'à présent partaient d'un postulat commun. Il existe quelque chose comme l'homme, avec une nature, une condition, une psychologie. Le post-humanisme vient faire exploser cette dernière certitude. Les questions qu'il soulève sont abyssales et nous obligent à revisiter toute la conversation. La question de Platon et Aristote, la réalité, si nous vivons une partie de notre vie dans des métavers ou des réalités virtuelles indiscernables du réel, qu'est-ce que la vraie réalité? La question du contrat social, Hobbes, Locke, Rousseau. Si la société se divise entre des humains augmentés et des humains naturels, comment maintenir un contrat social basé sur l'égalité des droits? La question de Marx, la lutte des classes, la nouvelle lutte des classes, se jouera-t-elle entre ceux qui ont les moyens de s'améliorer et les autres? La question de Nietzsche, le surhomme, le transhumain est-il la réalisation technique du surhomme nietzschéen ou sa caricature la plus grotesque? La question de Freud, l'inconscient. Que devient notre psyché si nos souvenirs peuvent être stockés sur un disque dur ou nos émotions régulées par un implant? Conclusion. La conversation vous appartient. Ce livre s'achève ici, mais la conversation, elle, ne fait que commencer. Et elle est plus passionnante que jamais. Nous avons vu que les idées des penseurs du passé ne sont pas des objets de musée. Ce sont des outils, des lunettes pour voir le monde sous des angles différents. Comprendre Platon, c'est comprendre notre quête d'idéal. Comprendre Hobbes, c'est comprendre notre besoin de sécurité. Comprendre Maslow, c'est comprendre notre désir d'accomplissement. Vous possédez maintenant une boîte à outils intellectuelle. Face à un débat, une décision personnelle ou un phénomène de société, vous pouvez désormais vous demander quelle est la philosophie cachée derrière ça. Est-ce une vision platonicienne ou aristotélicienne, hobbesienne ou rousseauiste? Est-ce que cela relève de la lutte des classes de Marx ou de la volonté de puissance de Nietzsche? En faisant cela, vous ne ferez pas qu'étaler votre culture. Vous ferez quelque chose de bien plus important. Vous penserez plus librement. Vous serez capable de déconstruire les discours, de nuancer vos opinions et de voir au-delà des évidences. Le monde de demain, avec ses défis écologiques, technologiques et sociaux, aura désespérément besoin de citoyens capables de participer à cette grande conversation. Il aura besoin de gens qui savent d'où viennent les idées qui nous animent, pour pouvoir décider lucidement de celles que nous voulons garder et de celles que nous devons inventer. Cette conversation désormais vous appartient.